Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Bonjour Isabelle Pasquier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Isabelle, vous êtes vétérinaire, vous travaillez dans la clinique Vet in Paris dans le 11e arrondissement. Vous connaissez bien les chats? Ça tombe bien parce que ce matin, nous allons parler des idées reçues que nous pouvons avoir par rapport à nos amis les chats. Le chat, c'est l'animal préféré des Français. Il y en a à peu près 15 millions, je crois, en France. C'est bien ça. Et on a beau avoir, pour beaucoup d'entre nous, un chat à la maison, parfois on a des croyances les concernant qui ne sont pas toujours exactes et qui peuvent aussi créer des incompréhensions dans notre vie commune avec eux. Alors la première idée reçue, on va essayer d'en passer comme ça un certain nombre en revue. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 au numéro du standard de Sud Radio si vous avez des questions à nous poser. La première idée reçue qui est très répandue, que j'aimerais que vous nous expliquiez et peut-être nous donner aussi votre avis, c'est que le chat retombe toujours sur ses pattes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors c'est vrai qu'il a en fait une faculté de se redresser, c'est ce qu'on appelle un réflexe de redressement. Quand il chute, le chat va tout de suite tourner sa tête et le corps va suivre. Le seul truc, c'est qu'effectivement quand il tombe d'une hauteur assez importante ou que la chute est le chat est surpris, ça va pas toujours être le cas et on peut avoir des fractures même sur une chute d'une petite hauteur. Ça peut arriver. Donc non, en fait, c'est un chat qui est très agile, très rapide, qui a une ossature très légère et une musculature très développée, mais en revanche il peut aussi y avoir des loupés, donc il y a ce réflexe de redressement. Mais donc il est plutôt doué. S'il tombe, agile. On va dire que voilà, il a plus de chances qu'un chien qui tomberait, par exemple, par cette légèreté, sur ses pattes, musculature. Mais ça marche pas à 100% dans 100% des cas. On va tout de suite donner la parole à une première auditrice qui s'appelle Claude. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Merci Claude d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez une question à nous poser justement concernant votre chat. Oui, j'ai un petit problème avec mon chat. Une idée qui n'est pas... les chats ne sont pas sociables entre eux. Ça, je pense que c'est pas une idée reçue. Parce que voilà, je vous explique mon problème. Expliquez-nous ça. J'ai un chat à la maison, voilà, et cet hiver, il y a une petite minette qui est arrivée. Il faisait très froid, donc du coup, on a eu pitié d'elle, on lui a donné à manger, on l'a rentrée, et maintenant c'est elle qui fait la loi. C'est moi qui l'ai fait rentrer, elle se frotte, elle ronronne, elle patoune, mais par contre, elle saute sur le minet qui était déjà là. Elle sait à qui elle doit un accueil chaleureux, donc à vous, elle vous le rend bien. Par contre, votre premier chat, voilà, lui, c'est un peu plus dur. Alors Isabelle, c'est intéressant cette question de Claude. Est-ce que les chats sont des animaux sociables entre eux? Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ou pas? Alors, à l'origine, le chat, c'est vraiment un prédateur solitaire. Donc, il n'est pas du tout habitué à vivre en horde, en meute comme un chien. En revanche, à force de vivre avec nous, c'est un animal domestiqué. Il a été capable de développer des relations sociables. Ce qui est décrit là, effectivement, c'est un confrontement entre deux chats. Et en général, quand on met deux chats ensemble la première fois, il y a toujours une phase qu'on appelle la phase d'escarmouche, où les deux chats vont un peu s'expliquer la vie. C'est très impressionnant. Parce qu'il y a beaucoup de cris, enfin ça feule, c'est très impressionnant. Et en plus, il faut éviter justement d'intervenir. Parce qu'il faut que cette séquence aille jusqu'au bout pour que finalement les chats puissent passer à autre chose et finalement s'entendre. Ah ok, en fait ça permet d'installer une forme de hiérarchie entre eux, c'est ça? Alors il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais oui, ils vont s'entendre, ils ont quand même des caractères assez différents. Et puis oui, on peut avoir l'impression que l'un est dominé par l'autre, mais pour autant, ils sont quand même heureux de vivre dans cet équilibre. Donc nous, on a l'impression que finalement c'est déséquilibré, mais eux, s'ils sont bien comme ça leur convient, alors pourquoi pas? Claude, est-ce que vous avez constaté cette phase dite d'escarmouche? Oui, mais j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, je suis intervenue. Ah, et vous êtes intervenu en voulant les séparer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et maintenant, j'ai mon minet qui commence à marquer. Alors, problème des marquages. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, Isabelle? C'est un sujet compliqué, les marquages. Oui, alors... Il marque au sein de la maison? Oui. Ah, c'est assez déplaisant quand même, il faut bien le dire. C'est très, très déplaisant, oui.
C'est compliqué. Même s'il est castré, mais c'est quand même très déplaisant. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Claude, alors, Isabelle pour éviter Pasquier les marquages, déjà, il faut essayer de rassurer le chat dans son territoire. Donc, on peut utiliser des phéromones d'apaisement. Ça fonctionne bien, ça? Vous trouvez ça Il y a des efficace? chats extrêmement sensibles à ça. D'accord. Donc, oui, ça peut fonctionner. Maintenant, il y a aussi d'autres produits à base de phytothérapie qui peuvent aussi fonctionner. On peut aussi utiliser des surfaces déplaisantes pour les chats là, aux endroits où ils font pipi, notamment de l'aluminium, des choses comme ça, ou des répulsifs. Oui. Et puis aussi être sûr que ça soit bien du marquage et pas tout simplement de la malpropreté urinaire, tout simple. Parce que non, il était propre avant. Voilà, mais parfois de rajouter une deuxième litière pour. Il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Bon, alors après oui, et puis. Première des choses, franchement, c'est d'aller voir quand même le vétérinaire pour être sûr que votre chat, bon, il n'a pas été très content de l'introduction de ce nouveau congénère. On est d'accord, mais peut-être qu'effectivement, il souffre d'un problème vraiment urinaire autre et vraiment être certain qu'il n'y ait pas une cystite, parce que souvent on se dit c'est comportemental et finalement quand on fait une échographie ou un examen plus poussé de la sphère urinaire, on se rend compte que finalement il y a quand même un problème de cystite chronique. D'accord. Et là, ça n'a rien à voir avec du comportement. La question de Claude, restez avec nous Claude encore quelques minutes. La question de Claude m'amène une autre question. Est-ce que le chat est un animal naturellement propre? Parce que c'est souvent ce qu'on dit. Alors le chat non seulement est propre, mais oui, il est même complètement maniaque. C'est-à-dire qu'un chat, le chaton apprend la propreté, l'utilisation de la litière par imitation il regarde sa mère et il l'imite. Donc le chaton, quand on l'adopte, finalement, il sait déjà tout faire. Donc il n'y a pas cet apprentissage de la propreté comme pour un chiot. Donc ça, c'est le côté très pratique. Mais un chat, vraiment, au-delà de ça, il a vraiment besoin d'avoir une litière très propre. Et c'est vrai que ils sont sensibles aux odeurs. S'ils vivent à plusieurs et que, par exemple, un copain fait des selles, là, il peut y avoir vraiment un refus d'utilisation de la litière parce que, ça ne leur convient pas, tout simplement. Donc, il faut vraiment apprendre aux gens, et surtout pour les chats d'appartement, ceux qui n'ont pas la possibilité de faire leurs urines et leurs selles dehors, de vraiment nettoyer de manière très précautionneuse et très fréquente la litière une fois par semaine, par exemple, ça ne suffit pas. C'est pas assez. D'accord. Oui. Claude, vous faites très attention à la gestion des litières chez vous, justement pour faire en sorte que vos chats soient dans le meilleur confort possible. Oui. Ça, je sais que c'est un problème assez important qu'ils aient des litières propres. Moi, j'ai eu une chatte qui rentrait, elle était dehors parce qu'ils vont dehors, elle rentrait pour aller faire ses besoins dans la litière. Mais non, c'est vrai que c'est un problème. Je sais qu'il faut que ça soit nickel, quoi. Mais bon, c'est un peu embêtant, quoi. Eh bien, en tout cas, merci Claude de nous avoir appelés au standard de Sud Radio. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. N'hésitez pas à faire comme Claude, à nous appeler au 0826 300 300. On va d'ailleurs donner la parole à un deuxième auditeur. C'est Philippe qui nous appelle de Tarbes et qui nous écoute sur le 102 FM. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quelle est votre question, Philippe ? Alors, j'ai mon chat qui, parfois, Anatole, me dit bonjour, avec qui, on passe un bon petit déjeuner, ça va, et le surlendemain, il me fait la tête. D'accord. Alors, je ne comprends pas, c'est-à-dire que il va se mettre sous une armoire, il va se mettre sous un canapé, il me fait la gueule. Et voilà. Alors, écoutez, pourtant, au moins le constat est clair. Mais moi, je vous le dis carrément. Alors, pourtant, il ne s'est rien passé, je ne l'ai pas grondé, il n'a pas cassé un quelque chose, il n'a pas fait tomber un quelque chose, et il me fait la tête. Pourtant, je lui dis carrément, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu le dis franchement. Alors, une personne m'avait dit, mais vous dites à votre chat, tu le dis franchement, mais il va pas vous répondre. Oui, c'est vrai, c'est parti tout seul. Il me fait la tête. Et après, le surlendemain, ça va mieux. Ça va mieux. Alors. Il se remet à ronronner, ça va mieux.
Voilà, je ne sais pas, il a passé une journée à me faire la tête, je ne sais pas pourquoi. Alors Philippe, on va essayer de vous éclairer. Bastien, le réalisateur de cette émission, me glisse dans l'oreille, il s'agit d'un chat bipolaire. Comme Bastien n'est pas un grand spécialiste des chats, on va quand même demander l'avis du docteur Isabelle Pasquier, vétérinaire, qui connaît bien nos amis les chats. Comment interpréter le comportement du chat de Philippe? Alors, pas facile, hein? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de chat cyclotimique. Mais par contre, il y a peut-être quelque chose dans l'environnement qui va le contrarier. Alors, peut-être que quand il n'est pas de bonne humeur, ce que vous identifiez comme étant pas de bonne humeur, c'est simplement parce qu'il va être contrarié dans son territoire. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, des portes fermées, un problème d'accès à la nourriture, peut-être une nourriture qui boude un petit peu. Il y a peut-être quelque chose tout simplement dans ses besoins propres qui ne vont pas être assouvis. Alors il faut peut-être regarder un petit peu mieux au niveau du territoire. Et est-ce que ce que Philippe perçoit comme de la mauvaise humeur n'est pas tout simplement de l'indifférence? Alors oui, parce qu'il y a des chats qui aiment le contact et d'autres, par moment, vraiment, le chat a besoin d'être seul. C'est encore une fois un solitaire. Et il y a des chats qui n'aiment pas vraiment tout le temps être en contact. Et ça, on l'a vu d'ailleurs lors du premier confinement. Alors moi, c'est vrai que je suis vétérinaire en milieu urbain, donc mais c'est vrai qu'il y a plein de chats. Lors du confinement, les gens se sont retrouvés H24 à la maison et donc l'animal confronté à ses propriétaires. Le lendemain, après, ça va mieux. Voilà, et puis c'est ça, il y a des moments où tout se passe bien. Le ronronnement même est plus fort et mieux. La séparation a été même meilleure. Voilà. Bon, écoutez. Voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile d'interpréter les comportements de nos chats parce qu'on essaie de leur attribuer des comportements humains et ils n'ont pas du tout la même vision des situations que nous. Vous êtes d'accord, Isabelle, avec ça? Complètement. Ça a des besoins intrinsèques forts. D'ailleurs, le chat, c'est un animal qui a des rituels. Ces rituels de journée, ils sont très importants pour lui. Il va, voilà, à chaque heure de la journée, finalement, même aux mêmes heures d'ailleurs, faire certaines choses et assouvir ses besoins propres. Donc, nous, on est complètement différents pour ça. On est beaucoup plus tourné vers les autres et un petit peu moins tourné par rapport à nos besoins propres, contrairement au chat. Bon, Philippe, soyez rassurés et merci à vous pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Passez un bon week-end. Oui, au revoir. Au revoir, Philippe. Ce sujet a beaucoup de succès, hein. On va donner la parole à une auditrice des Hauts-de-Seine. C'est Catherine qui est avec nous. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai 2 chats, un Bengale et un bleu russe. Oui. Et le Bengale est arrivé après le bleu russe. Et ce dernier n'a jamais supporté la venue du Bengale. Et depuis près d'1 an maintenant, le bleu russe, j'ai l'impression, est malheureux et complètement frustré du fait qu'il fait pipi dans sa caisse, mais ne fait pas le reste. Donc il fait n'importe où, il va dans la douche, il va, donc c'est épouvantable. Je ne sais pas du tout quoi faire, parce que le Bengale, j'ai l'impression, le domine. Le bleu russe, Igor, j'ai l'impression a peur de lui ou le déteste, parce que dès que le Bengale s'approche de lui, il se met à feuler. Donc je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais que c'est un problème de comportement, mais donc on n'arrête pas de le câliner, évidemment. J'ai essayé de mettre 2 litières, ça ne marche pas. Quand nous sortons, on les sépare. On laisse le bleu russe dans notre chambre pour que le Bengale lui fiche la paix. Il se bagarre un petit peu à la maison. Comment ça se passe? Oui. Le Bengale va souvent, je ne sais pas si c'est une agression, je ne sais rien. Il va souvent l'embêter, il lui saute dessus, et ce qui fait que nous, on les sépare parce qu'on entend Igor hurler. Donc à chaque fois, on intervient. Donc, comme vous disiez tout de suite, les chats ont un comportement évidemment qui n'est bien sûr. Nous, on réagit en tant qu'humains. Donc oui, mais on sent dans votre récit, Catherine, que vous êtes extrêmement peinée par cette situation et que vous êtes très inquiète pour Igor, votre premier chat, qui est un peu, entre guillemets, la victime du nouvel arrivant. Alors, on va essayer de vous trouver peut-être des solutions. Isabelle Pasquier, qu'est-ce que l'on peut conseiller à Catherine? Alors déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver une solution de repli quand même pour Igor, pour qu'il puisse un petit peu souffler. Des attaques répétées du Bengale qui doit être tout jeune. Il est jeune, ce Bengale? Pas du tout. Ils sont
peu du même âge. J'ai eu Igor en 2011 et j'ai eu Gengis 3 ans plus tard. Donc, si vous voulez, ils sont tous les deux adultes. 7 ans, 8 ans pour le Bengale. Ouais. Ouais, donc il va. Ouais. Bon, donc ça veut dire que son énergie de jeune est passée, quoi. Donc oui, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement trouver un moyen pour que Igor, le bleu russe, ait une solitude et que l'autre lui fiche la paix. Alors peut-être de trouver en fait un moyen pour que Igor puisse se mettre en hauteur, s'il aime ça, de lui mettre des stations en hauteur, des plateformes en hauteur, de sorte qu'il puisse, au moins surveiller et qu'il ait un peu une vision de l'ensemble du territoire plutôt que ça c'est à mon avis de commencer comme ça. Vous disiez j'ai 2 litières. Alors normalement le nombre de litières idéal quand on a pour les chats c'est le nombre de chats plus 1. Donc si on a 2 chats, en fait le nombre idéal de litières c'est 3 litières et d'essayer d'en avoir des couvertes et des découvertes parce que si Igor a peur tout le temps de l'arrivée du Bengale, peut-être qu'il se sentira mieux dans une litière couverte parce que il aura pas l'autre, si vous voulez, en vision, il va peut-être se sentir un petit peu plus protégé. En fait, c'est tout un tas d'essais qu'il faut faire, pour essayer d'apaiser les situations. Oui. Est-ce qu'on peut aussi aider avec des médicaments, peut-être à base de plantes, des choses qui viennent en complément de la gestion logistique en fait de la maison? C'est ça. Alors c'est tout ce qui est effectivement. Alors les phéromones d'apaisement, donc c'est plutôt des diffuseurs et c'est olfactif. Quoi, ça. Après effectivement, il y a des compléments alimentaires qui peuvent apaiser la situation et notamment aussi peut-être apaiser un petit peu le Bengale. Moi je pense que surtout il y a une espèce de mécanisme en fait de schéma qui se répètent entre eux et forcément vous votre réaction parce que vous avez pas envie qu'il y ait un accident ou que Igor se sente complètement il passe du mal parce qu'il est très fort. Gengis, le Bengale est fort par rapport au bleu russe. Donc ce sont des hurlements. Moi je me dis mon Dieu mais il va le tuer, donc j'ai très peur. Mais ma question quand même c'est pour quelle raison le bleu russe fait pipi dans la litière, mais ne fait pas le reste. C'est ça qui nous intrigue. Mon mari et moi, on se dit, mais c'est pourquoi le pipi et pourquoi pas le reste. C'est ça qui... Ça peut être effectivement comportemental parce que ça lui prend plus de temps, désolé des détails, de faire effectivement des selles et que ce comportement-là, il se sent peut-être plus à l'aise de le faire à un autre endroit davantage isolé du Bengale. Donc justement d'essayer de rajouter une litière, peut-être à un autre endroit, éventuellement de la couvrir, faire des tests comme ça. Et puis après, là aussi, de voir avec votre veto parce que il y a aussi des chats qui font pipi dans leur litière et des selles à côté. Et là aussi, ça peut quand même être aussi des signes d'une affection inflammatoire du côlon. Donc là aussi de vérifier que ce soit pas le cas. Bon, essayez tout ça, en tout cas, Catherine. Et puis, alors, tenez-nous au courant si vous le voulez bien. Rappelez-nous un samedi matin sur l'antenne de Sud Radio dans Vos Animaux. Ce sera avec grand plaisir qu'on prendra de vos nouvelles. On marque une courte pause et on se retrouve juste après, toujours en compagnie d'Isabelle Pasquet pour nos amis les chats. Et puis après, une longue séquence que nous allons consacrer à la venue de Shiny en France qui va nous expliquer son combat en faveur de la faune indonésienne. À tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et ce matin sur l'antenne de Sud Radio dans Vos Animaux et vous, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Isabelle Pasquier, vétérinaire, pour parler des chats et des idées reçues que nous pouvons avoir sur nos amis les chats. Beaucoup de questions au standard de Sud Radio. Nous sommes avec Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde, à l'équipe. Merci d'être en direct avec nous, Marie-Thérèse. Quelle est votre question? Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par la plus importante. Il faut protéger les animaux contre les tiques et puces, d'accord? Je leur donne, j'ai 2 chattes, 2 chartreux. Je leur donne un comprimé par mois pour cette protection. Oui. Mais si mon gazon est bien ras et tout ça, est-ce que je risque d'arrêter le traitement? Ah. Isabelle, je crois connaître la réponse. Même si c'est rare, les tiques, surtout là cette année, en fait, je pense qu'on va en avoir beaucoup. Mais il y a toujours effectivement un risque. C'est sûr que là où il y en a le plus, c'est dans les herbes hautes et notamment les fougères en forêt. Mais gazon ras,
vous vous allongez, vous pouvez très bien effectivement avoir des tiques. Il n'y a pas de souci. Donc oui, il faut puis quand même traiter. On imagine quand même, Marie-Thérèse, que hormis votre gazon rat, il y a aussi des plantations quelque part dans le jardin. Donc forcément, il y a des insectes et heureusement, et donc il y a forcément des tiques et des puces. Après, j'ai une autre question. Allez-y. Comme ce sont des chats stérilisés, je voudrais savoir, comme elles sont en train de changer de goût et que j'ai acheté du Whiskas dans les hypermarchés, elles adoraient ça. Mais en ce moment, elles ne peuvent plus le supporter. Donc, j'essaye de trouver d'autres produits. Et mon vétérinaire m'avait suggéré du premium, la meilleure nourriture pour chat. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne vois pas affiché premium dans les propositions de produits. Donc, est-ce que ça veut dire que je dois trouver ça sur Internet ou quoi ? Oui, oui, tout à fait. En fait, la nourriture premium n'est pas vendue finalement en grande surface. Donc, ça va être uniquement en magasin spécialisé, animalerie, chez le vétérinaire et sur Internet. Donc, et alors pourquoi comment on reconnaît les aliments dits premium? Alors, parce que c'est pas une marque, hein, ça veut dire que ce sont des aliments de haute qualité. Haute qualité, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un chat? Un chat, c'est un carnivore strict, donc forcément, dans sa nourriture, il doit y avoir beaucoup de protéines. Et la protéine, c'est en fait forcément une matière première qui coûte cher aux fabricants. Donc quand on achète une nourriture bas de gamme, donc forcément aussi à bas prix, il va y avoir un taux de protéines qui sera vraiment en deçà des préconisations et des besoins d'un carnivore strict comme un chat. Donc il est quand même recommandé de donner une alimentation premium avec beaucoup de protéines et forcément il y aura un retentissement sur le prix. Mais c'est un investissement sur la santé de son chat. Bien évidemment, parce que quand on donne pas assez de protéines à un carnivore strict, il va y avoir des répercussions sur sa musculature. Et puis aussi, il y a tout un tas de recommandations d'apport en minéraux. Lorsqu'on donne une alimentation qui est bas de gamme, généralement, l'apport en minéraux n'est pas forcément bien équilibré. On se retrouve avec des chats qui ont des problèmes de cristaux urinaires, de calcul urinaire. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Donc il faut... Voilà Marie-Thérèse, je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre, mais j'espère qu'on a bien répondu à votre question. On va donner la parole à une dernière auditrice qui s'appelle Elisabeth. Merci Bastien. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aviez également une question sur votre chat. Oui, elle était un petit peu pareille que la précédente. Donc, en fait, on m'avait dit que certaines croquettes, donc j'ai déjà eu la réponse, mais enfin, je vous pose quand même ma question. Allez-y. Certaines croquettes de supermarché, effectivement, moi, je ne donnerai pas la marque, mais donnaient des problèmes rénaux au chat. Et donc, je voulais savoir effectivement ce qui était le meilleur, mais en fait, vous m'avez déjà répondu. Moi, j'achète maintenant par une amie effectivement des produits un peu plus haut de gamme que ce que j'avais. J'ai 2 chats qui sont chez moi, donc qui ont tendance à faire du surpoids. Ce sont 2 mâles qui sont castrés. Et voilà. Et par contre, j'ai remarqué qu'ils vomissaient quand même assez fréquemment, malgré tout. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils mangent trop. Donc, j'essaie de limiter leur nourriture. Mais donc, ils vomissent assez fréquemment, voilà. Alors, pour essayer de vous apporter des réponses à la fois concises, parce qu'on est un peu pris par le temps, et en même temps avec des informations intéressantes pour vous, Isabelle Pasquet, qu'est-ce qu'on peut conseiller d'abord entre croquettes et alimentation dite humide, c'est-à-dire les boîtes, et après comment vraiment choisir l'aliment qui va être le meilleur pour la santé de son chat? Alors donc en fait le mieux c'est de donner un peu des deux, c'est-à-dire de l'humide et des croquettes tout le temps, parce qu'un chat ça mange toute la journée, ça picore, c'est 6 à 7 repas par jour et notamment la nuit. Donc on va pas se lever à 3h du matin pour nourrir son chat. Donc c'est bien de donner sinon il vient nous réveiller. Voilà, généralement il donc il vaut mieux s'organiser. Donc effectivement, il faut laisser à volonté des petites croquettes et de l'humide 1 à 2 fois par jour. Ça, c'est ce qui est recommandé, et plutôt du premium pour éviter les prises de poids, les cristaux urinaires et avoir une bonne musculature avec un taux de protéines suffisant. Eh bien voilà Elisabeth, j'espère qu'on a répondu à vos multiples questions. Merci en tout cas de votre appel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on vous souhaite un excellent week-end. Isabelle Pasquet, merci pour toutes ces infos, mais vous allez rester avec nous parce que je pense que ce qui va suivre va vous intéresser, vous qui êtes bien sûr une grande fan des animaux en tout genre. On va maintenant découvrir le combat de Shiny pour l'Indonésie et sa faune sauvage dans notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Bonjour Chagny, c'est un plaisir de vous recevoir, vous qui êtes rarement en France. Oui. Français pourtant. Oui, d'origine. Vous êtes né où? Je suis né dans le Var, à Fréjus. Dans le Var. Et ça fait maintenant 24 plus d'une vingtaine d'années, voilà, que vous habitez en Indonésie, où vous menez un combat absolument incroyable grâce à l'association que vous avez montée, Kalawait, pour venir en aide aux gibbons, mais pas que. À toute la faune finalement indonésienne qui souffre beaucoup. Vous allez nous expliquer, bien sûr, tout ce combat. Vous venez de sortir un ouvrage qui est vraiment passionnant, qui en fait relate votre combat en faveur de cette faune. Alors, on va commencer par le commencement. Votre histoire, Kalawait, voilà, comment tout cela est arrivé? Oula, on va pas faire plus large. On n'a pas 3 heures d'émission. Mais comment avez-vous démarré ce combat en faveur de la faune indonésienne? Parce que il y a de multiples pays et régions du monde qui mériteraient qu'on s'y intéresse. Bien sûr, ça commence par une passion pour les singes et ensuite la découverte des gibbons dans les zoos lorsque j'étais gamin, à l'âge de 12 ans. Et puis j'ai passé tous mes mercredis à les observer dans le zoo. J'ai publié un bouquin sur leur comportement avec une démarche très prétentieuse en disant voilà, je crois comprendre le comportement des gibbons. Vous étiez très jeune quand ça a démarré. Mais surtout, j'ai très vite compris que pour moi, les parcs zoologiques, c'était qu'une étape et que je voulais aller sauver les gibbons, les vrais, les sauvages, ceux qui sont en Asie du Sud-Est. Et après un court voyage en Thaïlande en 97, parce que c'était l'endroit le plus approprié, le plus facile pour voir des gibbons à l'état sauvage, je me suis rendu compte que dans un autre pays, il y avait beaucoup de soucis, des incendies, la forêt convertie en plantation de palmiers à huile. Et c'est aussi le pays où il y avait le plus d'espèces de gibbons. C'était l'Indonésie. Donc très vite, avec le soutien de Muriel Robin à l'époque, qui avait lu un article sur moi et qui m'a soutenu. Et qui vous soutient toujours. Qui est toujours là, c'est la petite étoile qui est toujours là. Elle veille sur vous, sur votre combat, qu'elle partage totalement. Complètement. Donc c'est une grande force pour moi, parce qu'elle a cru en moi et qu'à l'époque, c'était peut-être pas évident de croire à un gamin de 18 ans qui voulait partir à l'autre bout du monde sauver les gibbons. Aujourd'hui, en Indonésie, on a différents programmes, projets pour venir en aide aux gibbons, mais comme vous disiez, pas que, puisqu'aujourd'hui on intervient aussi bien sur un python, un orang-outan, un gibbon, un ours, un crocodile, tous ces animaux victimes de la déforestation. Kalawait, ça veut dire quoi? Kalawait, ça veut dire gibbon dans un des dialectes dayak. Donc dayak, c'est le terme générique pour toutes les ethnies de Bornéo. Donc Kalawait, c'est gibbon. Alors vous avez démarré tout seul tout seul avec Muriel Robin, on va dire comme marraine de tout ce beau projet. Aujourd'hui, vous êtes extrêmement bien structuré. Kalawait, c'est 80 personnes. Employés sur place, donc ça veut dire une équipe de vétérinaires. Il y a 6 vétérinaires, des gardes, des soigneurs. Enfin voilà, c'est une grande équipe sur 3 sites, à Bornéo, à Sumatra et à Mentawai, l'archipel qui se trouve à l'ouest de Sumatra. Pour venir en aide d'abord à ces animaux victimes des braconniers et de la déforestation, parce que tout ça est extrêmement lié. Les animaux sont capturés au moment de la déforestation, mais aussi quelque chose que Kalawait fait grandir de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire sauver les singes et tous les autres animaux lorsqu'ils sont encore dans la forêt, c'est-à-dire en créant des réserves, en mettant la main sur des parcelles de forêt. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui en capacité d'aller acheter des parcelles de forêt encore vierges? Exactement. C'est aujourd'hui pour les sanctuariser. Exactement. Aujourd'hui, on a plein de fragments de forêt qui sont devenus un sanctuaire pour la faune sauvage qui a fui la déforestation, puisque c'est des poches de forêt de plusieurs milliers d'hectares. À l'intérieur, il y a tous ces animaux qui ont un dernier refuge. Donc, il est extrêmement urgent de sécuriser ces zones en achetant, notamment, mais en tout cas en utilisant les outils des acteurs de la déforestation. Mais nous, pour protéger. Comment eux ils font? Eux, ils ont besoin aussi d'un accès à la terre. Nous, on fait exactement la même chose, mais pour protéger et sanctuariser ces zones. Quel accueil avez-vous reçu de la part du gouvernement indonésien? Parce que j'imagine qu'il faut quand même leur soutien pour arriver à lutter contre ces multinationales qui, eux, vont acheter des terrains pour déforester, non? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, pour toute la partie animaux, c'est-à-dire pour tous les centres de soins, là, on travaille en partenariat avec le département des forêts, le ministère de l'Environnement indonésien, puisque les animaux appartiennent au gouvernement indonésien. Ensuite, pour geler des parcelles de forêt, ça va dépendre du cadastre, puisque l'Indonésie, comme la France, on va avoir un plan d'occupation des sols et tout dépend le statut des terrains. Parfois, c'est simplement avec le village d'à côté. Puisque parfois, on doit avoir affaire au département des forêts. Donc, c'est toute une législation qu'il faut comprendre pour être très pragmatique, en fait. L'approche, elle doit être extrêmement pragmatique pour avoir des effets immédiats pour sauver ces zones-là. Parce que ces zones-là sont menacées à très court terme.
Alors vous venez de publier un ouvrage et c'est ce qui explique justement votre venue en France, parce que sinon vous êtes vraiment un homme de terrain extrêmement actif et vous n'avez entre guillemets pas de temps à perdre ailleurs que là-bas pour mener ce combat quotidien. Ce livre s'appelle d'être à deux mains. Alors, si je dis que le début du titre, on a l'impression que c'est hyper positif. Je vais quand même vous expliquer le sous-titre. C'est pour continuer de sauver. Là, on sent bien qu'il y a un vrai message, une vraie envie d'alerter finalement le monde sur la nécessité de préserver ces régions pour pouvoir préserver la faune aussi. Tout à fait. Alerter, mais pas que. Parce que aujourd'hui, je pense que tout le monde alerte. On entend ce message en boucle à la radio. Et vous agissez, ça c'est clair. Voilà, on a des mauvaises nouvelles quasiment tous les jours. Bien sûr. Alors qu'il faut absolument, et c'est essentiel, rester optimiste, rester positif, parce qu'il y a encore tant de choses à changer. Et quand on mène des actions concrètes sur le terrain, à l'échelle locale, à l'échelle du paysage, on se rend compte que sauver 2000 hectares, c'est rien à l'échelle de la planète. C'est rien comparé à côté d'une concession d'huile de palme, par exemple. Mais dans ces 2000 hectares, à l'échelle de l'orang-outan qui y vit, à l'échelle des 300 gibbons qui y vivent, c'est énorme. Bien sûr. Donc dès qu'on revient à des enjeux locaux, et à l'échelle du paysage, j'aime bien cette expression, on se rend compte qu'on peut faire la différence. Et à chaque fois qu'on fait la différence, c'est une énorme motivation pour continuer. Et moi, plein de fois, je me couche le soir en disant qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais encore sauver, un hectare, un gibbon, et ça c'est une force. C'est ça, il n'y a pas de petits combats. Il n'y a pas de petits combats, et c'est ça qu'on doit diffuser aux jeunes générations, parce qu'on ne doit pas leur voler leur espoir. Aujourd'hui, j'ai peur que le gamin qui se retrouve un peu dans mes pas, quand moi j'avais 12 ans à l'époque, aujourd'hui il n'ose pas s'engager parce qu'il a l'impression que c'est foutu, que c'est trop tard. Alors que c'est pas vrai. Sur le terrain, on n'a jamais eu autant besoin d'eux pour mener des actions concrètes. Mais il faut arrêter de théoriser. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. D'ailleurs, dans votre ouvrage Hâte d'être à demain, qui est paru aux éditions Les Presses du Midi, vous êtes assez critique envers les grosses ONG. Pour vous, elles font que de la com. Écoutez, moi je suis à Bornéo, en Indonésie, avec un hotspot de la biodiversité. Tout le monde en parle. La déforestation, l'huile de palme, maintenant tout le monde en parle. Et je me retrouve pas tout seul, mais presque sur place avec très peu d'ONG qui font encore une fois un travail pragmatique. Dénoncer la déforestation, c'est bien beau, surtout de le faire en Europe. Il faut d'abord le faire là-bas et ensuite apporter des réponses, certes, à côté de toutes les démarches classiques importantes. Il faut faire pression sur les États, le choix citoyen, tout ça c'est extrêmement important. Mais à côté de ça, on a besoin qu'en parallèle, il y ait des activités, des actions extrêmement concrètes pour sauver les meubles. Parce qu'encore une fois, moi j'ai identifié des dizaines de fragments de forêt à Bornéo de plusieurs milliers d'hectares qui sont menacés à très court terme. On a les outils, il suffit d'avoir les moyens, mais on a les outils législatifs, etc. pour agir. Mais il faut arrêter de théoriser à un moment donné, il faut se retrousser les manches. C'est pour ça que si vous soutenez une association, il faut que ça soit une association qui fasse des projets concrets, quelle qu'elle soit. Donc il faut soutenir Callaway, parce que c'est vrai que chez Callaway, on est vraiment dans le concret. Et justement, présentez-nous vos actions concrètes de terrain. Il y a la partie dispensaire, il y a les forêts que vous rachetez. Voilà, rentrons dans le détail, embarquez-nous avec vous pour nous permettre de comprendre ce combat quotidien, qui est un combat qui n'est pas facile non plus, parce que non seulement vous êtes confronté à des difficultés logistiques, à aussi, j'imagine, la tristesse de voir ces situations qui sont parfois difficiles, et puis il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien aussi. C'est sûr que si... de toute façon, c'est la définition même de faire des actions concrètes. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas avoir que des amis. Puisque vous sauvez des choses, vous allez à l'encontre de contre des intérêts. Exactement. Donc, Callaway, dans un premier temps, c'est tous ces refuges et centres de réhabilitation qu'on a créés, donc à Bornéo, Sumatra et Mentawai, où ces animaux capturés au moment de la déforestation, les adultes sont la plupart du temps tués. Ils sont capturés par qui? Par vous? Par les associations? Non, ils sont capturés par les braconniers et les acteurs de la déforestation. C'est-à-dire que les ouvriers d'une compagnie d'huile de palme, par exemple, déforestent, il reste plus qu'un hectare de forêt, tous les animaux sont agglutinés dedans puisqu'il reste que ça, ils vont tuer tous les adultes puisqu'ils sont agressifs, et ils vont capturer les bébés pour se faire un bonus pour le vendre comme animal de compagnie, ou jouet vivant. Et ces animaux sont saisis par le gouvernement indonésien et nous sont apportés dans nos centres pour qu'on puisse les réhabiliter. Alors c'est simple pour certaines espèces, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres, notamment les primates et les gibbons, ça va être les plus compliqués. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est plus compliqué? C'est extrêmement compliqué de manière générale avec les primates, puisqu'il y a une grande partie d'acquis, doivent apprendre de leurs parents, passer du temps avec leurs parents pour apprendre tous les secrets de la forêt, mais surtout avec le gibbon, puisque le gibbon est monogame,
fidèle, il va rester toute sa vie avec sa femelle ou son mâle, et ils sont territoriaux. Donc on peut pas les relâcher dans une forêt où il y a déjà des gibbons. Donc en fait on les déracine de leur territoire. Et puis surtout avant, il y a 25 ans de ça, les braconniers capturaient la forêt, les capturaient les animaux, les volaient un peu de leur forêt, mais il y avait encore l'habitat pour les relâcher. Aujourd'hui les animaux sont capturés au moment de la déforestation, donc on détruit tout et on capture les animaux. Nous si on veut les remettre, il n'y a plus de forêt à cet endroit-là. Et les gibbons qui sont très territoriaux, on peut pas les relâcher dans une forêt où il y a déjà des gibbons. Donc il faut trouver des poches de forêt vides pour relâcher nos animaux parce qu'ils sont très territoriaux. Les sauvages pourraient directement tuer nos gibbons si on les relâche. Donc ça c'est vraiment la spécificité des gibbons. C'est plus simple avec beaucoup d'autres espèces. Nous pendant toutes ces années, on a relâché beaucoup de singes par exemple comme des macaques, des langurs qui sont sociaux. Donc il suffit de former des groupes et ils agissent en tant que groupe. Ils apprennent les uns des autres et ils ont beaucoup plus de succès quand on les relâche. Jusqu'aux reptiles, jusqu'aux crocodiles. Enfin voilà, c'est très diversifié. Il y a donc toute cette partie-là en main avec le gouvernement indonésien. Et puis à côté de ça, la frustration de voir tous ces animaux en cage, puisque par exemple quand on parle des gibbons, la majorité des gibbons ne pourront pas être relâchés parce que justement faute d'habitat, des animaux qui sont handicapés, des animaux, donc il y a toute une partie aussi bien-être animal, sanctuaire, où ils vivent en captivité certes, mais ils ont une vie décente, sociale, etc. Mais c'est loin d'être idéal, c'est des cages. Je suis pas parti en Indonésie pour faire des cages. Donc il y a toujours eu cette énorme frustration. Et dès que j'ai compris les ficelles de la législation indonésienne, que voilà, je me suis aussi pris des claques, c'est aussi un apprentissage autodidacte. J'ai commencé à acheter des terrains et à créer des réserves. Alors vous allez nous expliquer évidemment tout ça, Shiny, c'est passionnant et merci vraiment d'être avec nous. On va marquer une courte pause et on retrouve Shiny d'ici quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Petit démarrage chaotique. J'ai des gros doigts, je suis désolé. Ce jingle, mais c'est pas grave, on est toujours là en compagnie de Shiny, le fondateur de l'association Kalaweit. Shiny qui vient de publier un ouvrage aux éditions Les Presses du Midi qui s'intitule Hâte d'être à demain, avec un sous-titre pour continuer de sauver. Shiny, vous nous expliquez votre combat pour sauver ces animaux de l'Indonésie, de la faune indonésienne. On a bien compris que la déforestation était un sujet majeur avec des difficultés pour vous pour relâcher ces animaux. Un certain nombre d'entre eux doivent vivre donc dans des sanctuaires que vous créez en fait pour cela. Oui, malheureusement, ils vont rester en captivité. Donc, il n'y a pas de cage idéale. Pour moi, la cage idéale, c'est celle qui a une porte ouverte quand l'animal est prêt. Mais on fait de notre mieux. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, cela a créé une frustration en moi, parce que je me sentais toujours arrivé trop tard. En fait, quand on reçoit un animal dans un de nos centres, c'est trop tard. Donc il faut les sauver quand ils sont encore dans les arbres. D'où l'importance d'étendre, et c'est la nouvelle stratégie de Kalaweit qui va s'intensifier dans les années à venir, c'est-à-dire multiplier les réserves privées ou les réserves, sécuriser de la forêt, sécuriser ses poches de forêt. Alors comment vous faites d'ailleurs pour sécuriser ces réserves, pour éviter qu'il y ait du braconnage au sein de ces réserves, qui sont forcément, j'ai envie de dire, un endroit très attirant pour les braconniers parce qu'ils savent que là il y a des animaux. En fait la clé c'est les populations locales, c'est-à-dire que quand nous on crée une réserve, personne n'a été lésé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que dans beaucoup de zones protégées en Indonésie, le gouvernement a créé des zones protégées comme ça, un peu de manière abstraite sur le papier. Et les gens étaient lésés parce qu'ils ont des terrains. Ils ont une histoire. Donc nous, on commence de tout petit, on commence une réserve par 1, 2, 3, 4 hectares, puis petit à petit on agrandit. Et tout le monde s'est retrouvé dans la position de vouloir travailler avec Kalaweit ou pas. Travailler avec Kalaweit, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir de l'argent comme s'ils avaient vendu leur terrain, comme s'ils l'avaient vendu à une compagnie d'huile de palme, ce qui fait énormément malheureusement. Mais à côté de ça, ils ont toujours accès à leurs terres. On interdit simplement la chasse et le bûcheronnage. Donc c'est plus avantageux pour eux. Évidemment. C'est pour ça qu'on a une longue liste d'attente. Moi, je vais pas vers les gens, c'est les gens qui viennent vers nous. C'est les fonds qui manquent. Mais donc du coup, dès le départ, la situation est extrêmement saine. Il n'y a pas de conflit dès le départ. Et c'est les populations elles-mêmes qui nous avertissent dès qu'il y a un souci. Mais à côté de ça, évidemment, qu'on a des patrouilles équestres à cheval parce qu'on veut pas être motorisé pour pas embêter les animaux, à pied évidemment, et puis aérienne, on a des paramoteurs, donc petits ULM pour détecter des traces de bûcheronnage, des arbres qui tombent, anticiper sur ce qui peut se passer autour, des drones et tout ça. En fait, si on met tout bout à bout, c'est bien moins cher
de sécuriser 1500 hectares où il y a 300 gibbons sauvages à l'intérieur, on n'a pas besoin de nourrir puisqu'ils se débrouillent tout seuls, et que gérer 400 gibbons, ce qu'on a à l'heure actuelle dans nos centres de soins, parce que voilà, on a besoin des soins vétérinaires, des animaux qui sont jamais en parfaite santé comme on pourrait les avoir dans la nature. Pourquoi? Parce que les gibbons, ils doivent vivre dans la canopée, ils descendent quasiment jamais au sol, leur système immunitaire est pas fait pour être au contact avec les bactéries et parasites présents au sol, alors qu'en captivité, forcément, ils vont descendre au sol, forcément, ils ont vécu avec des humains, ils les imitent, donc ils descendent au sol. Donc on a toutes ces problématiques-là qui sont coûteuses pour entretenir ces animaux et s'assurer qu'ils vont bien. Alors que quand on crée une réserve, certes, il y a beaucoup de fonds au départ pour sécuriser les terres, c'est à peu près 900 € l'hectare, il faut. Mais une fois que c'est sécurisé, eh bien, la gestion, une dizaine de personnes suffisent sur si le on met long les bons terme, moyens. Sur le long terme, coûteux, exactement. Et puis c'est un meilleur investissement pour la nature et les animaux, évidemment. On le comprend tout à fait. Aujourd'hui, donc, vous venez de publier cet ouvrage Hâte d'être à demain. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer au travers de ce nouveau livre? Parce que vous n'êtes pas à votre premier ouvrage. L'idée, c'est que l'action me pousse moins, et j'aimerais